Maternité publique, mon expérience unique. Maternité plurielle, histoire universelle. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado d'une mère à l'autre de Maman sans tabou, le balado qui allie maternité et spiritualité. Je suis Anne Julien, maman, auteure, conférencière et maintenant artiste. Dans ce balado, je vous accompagne à travers l'ouvrage de Jamie Sands, Les 13 mères originelles, pardon, vous les fait découvrir une par une à chaque nouvelle lune. Donc aujourd'hui, il s'agit justement d'un épisode de Nouvelle Lune, la nouvelle lune de novembre, et nous sommes avec la 11e mère de clan, la femme qui marche dans sa grandeur. Et cette mère de clan-là est très chère à mon cœur puisque c'est celle de mon mois de naissance et donc celle dans laquelle je me reconnais le plus. Et quand j'ai relu récemment les enseignements et le conte de Jamie Sands pour préparer cet épisode, j'ai encore vu plein, plein de miroirs par rapport à ma vie, par rapport à ma personne, par rapport à ce que je vis aussi en ce moment. Donc, il est possible que cet épisode dépasse les 40-45 minutes habituelles parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Alors, comme je vous le disais, il s'agit de la nouvelle lune de novembre. C'est une nouvelle lune qui nous invite à l'introspection, donc à regarder en nous, à prendre conscience de notre plein potentiel pour activer notre créativité. Donc, pour celles qui écoutent régulièrement le balado, vous voyez le lien avec la 10e mère de clan, la mère de la créativité. Donc, c'est vraiment le moment de sceller des projets, d'entrer en silence, de trier, de donner, de ranger. Et moi-même, je sens vraiment cet élan en ce moment. Je suis même heureuse que mon atelier sur la créativité ait été reporté au printemps prochain parce que ça me permet dès maintenant d'être dans cette énergie justement de fermeture, hein. Je ne lance plus rien. Je suis en train de préparer 2026, mais aussi de trier tout ce que j'ai fait jusqu'ici, de laisser aller ce qui ne fait plus sens. Et d'ailleurs, dans le calendrier Witchy, le calendrier des sorcières, l'automne, c'est vraiment la saison où on traverse ces ombres pour muer, se transformer, mais ça demande de prendre soin, de changer de perspective. Donc, comme je disais, une invitation à l'introspection, à la transmutation. C'est ce que je constate à chaque fois à cette période de l'année. Euh, mais cette année, c'est particulièrement puissant, peut-être parce qu'on est en année 9. En tout cas, je le ressens vraiment dans toutes mes cellules et puis je vais vous expliquer pourquoi plus loin dans cet épisode. Alors, comme toujours, avant de rentrer dans l'explication et les enseignements de la 11e mère de clan, je vais vous relire ses enseignements et son poème tels qu'ils apparaissent dans l'ouvrage de Jamie Stens. Novembre, la femme qui marche dans sa grandeur, la gardienne du commandement et la dépositaire des nouveaux sentiers, la mère de la beauté et de la grâce, et la protectrice de l'innovation et de la persévérance, le modèle de santé, forme physique et résistance, qui laisse le désir du cœur prendre le commandement, la garante de l'impeccabilité intérieure, qui veille sur toutes les formes de force intérieure. Elle nous enseigne à être au mieux de ce qu'on est, tout en restant vulnérable et humain, à garder notre corps et notre esprit souples et en bonne santé dans nos avancées comme dans nos retraits, à chercher et trouver de nouveaux chemins de croissance et d'apprentissage en guidant par l'exemple, à développer la force intérieure, à attirer et laisser aller. Elle nous enseigne à marcher en vérité. Son poème. Mère, tu t'avances dans la beauté, permettant à tous de voir la gloire du grand mystère qui fait ton esprit libre. Guidé par le bonheur qui est en toi, c'est en marchant et en posant des actes, sans jamais avoir besoin de l'approbation d'autrui, que la vérité de ton cœur prend les devants. Avec concentration et droiture, tu m'apprends comment marcher, en équilibrant pensée et action,
au lieu de parler inconsidérément. Je me tiens droite en ta présence, je tiens ma tête haute, avec mes pieds enracinés dans mer terre et mes bras embrassant le ciel paix. Alors voilà, si vous me connaissez bien, peut-être que vous comprenez pourquoi elle me parle autant. Quand j'ai relu à l'instant, à la caméra, les enseignements et le poème, j'ai tout de suite vu la dualité de cette mère. Euh, c'est vraiment ce qui est monté. À la fois la force et la vulnérabilité, hein, le fait d'apprendre, de prendre et de laisser aller, l'acceptation, hein. Il y a vraiment, pour moi, elle m'évoque vraiment un appel à ralentir, à suivre son cœur, mais aussi la sororité, la créativité. En fait, elle est vraiment très, très, très riche et j'ai vu beaucoup d'écho avec mon histoire. Alors, comme toujours, il y a quatre grands thèmes qui structurent le conte et les enseignements. L'authenticité, la persévérance, l'innovation et la vulnérabilité. Donc, je vais passer à travers ces quatre thèmes, mais comme c'est la mère de l'innovation, hein, c'est celle qui nous enseigne à prendre de nouveaux chemins, à essayer de nouvelles choses. euh, eh bien, pour cet épisode, j'ai choisi de procéder un petit peu différemment parce que je sentais que mon approche habituelle, hein, diviser le conte et les enseignements en quatre parties, ça ne fonctionnait plus. Donc, j'ai appliqué ce que nous enseigne la 11e mère de clan, puisque ça fait partie de moi. J'aime apprendre de nouvelles choses et ça me donne souvent des idées pour changer. Je me rappelle, petite anecdote, quand j'enseignais le français, langue seconde, un petit peu comme la 11e mère, hein, je voulais toujours m'améliorer, je persévérais, donc je préparais mes plans de cours j'y mettais beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Je voulais vraiment que ce soit parfait. Et en fait, à chaque fois que je le donnais, j'improvisais sur le moment parce que je sentais quelque chose dans l'énergie. Tout d'un coup, j'avais une idée qui popait. J'y allais vraiment avec le groupe. Et finalement, j'étais tout le temps en train de reprendre mes plans de cours, tout le temps en train d'innover. Donc, j'ai envie de commencer un petit peu par le conte. Donc, le conte s'ouvre sur une scène qui, moi, me fait penser tout de suite au film Avatar. On retrouve la 11e mère de clan dans la forêt, en train de courir. Et la façon dont Jamie Sands nous décrit comment elle fait un avec son environnement, comment elle se déplace avec agilité, rapidité, parce qu'elle connaît justement la forêt, les animaux, les arbres, etc. Ça me fait vraiment penser à l'héroïne d'Avatar. Et c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Quand je suis allée le voir, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'en ai pleuré, j'avais des frissons. Enfin, je suis retournée le voir tellement c'était intense. J'aime en fait cette connexion et je pense que sans le savoir, je me reconnaissais un petit peu dans le personnage aussi. Et dès le début du conte, elle croise un puma, un cougar, mais elle fait pas trop attention à lui. Et elle s'en va retrouver les femmes du clan de l'eau, qui sont toujours impressionnées par ses exploits. Parce qu'il faut savoir en fait qu'elle agit comme un guide auprès de ce clan, hein. Elle enseigne aux femmes l'importance justement de trouver d'autres chemins, d'autres façons d'aborder les choses, hein. Donc, soit des chemins dans la forêt, là vraiment au sens littéral, mais aussi hein, de façon plus générale dans la vie. Quand quelque chose ne fonctionne pas, ben, il y a peut-être une autre façon d'y arriver. Et pour en revenir donc à cette mère de clan, elle a même réussi à s'imposer auprès des chasseurs, donc un monde d'hommes, hein. Euh, et là, elle me fait penser à Lilith, qui est la déesse mésopotamienne, pas facile à dire, qui est associée au mois de novembre, hein. C'est une déesse qui a refusé de se soumettre à la domination masculine et qui incarne le féminin sacré qui se révolte pour conserver sa liberté. C'est vraiment un symbole d'émancipation, de créativité sans enfantement, qui évoque la puissance féminine et la sexualité sans entrave. Comme de fait, dans le conte, la 11e mère de clan n'a pas d'enfant et le désir d'enfant n'est pas présent, hein, comme avec la 10e mère. Et ça me rappelle beaucoup mon invitée de 2024, Camille, Camille la jumpeuse, hein, qui se questionnait sur son désir d'enfant justement et qui offrait en fait des services pour prendre soin de son corps, être en forme, etc. Donc je vous remettrai le lien de l'entrevue parce que c'est quand même très intéressant ce qu'elle nous avait partagé.
Et donc, pour en revenir à la 11e mère, elle enseigne donc, comme je vous disais, différentes choses aux femmes du clan, notamment la médecine de l'antilope, hein. Vous savez que les animaux ont des enseignements dans le conte de Jimmy Sense et de manière générale dans les sagesses autochtones. Et l'antilope, en fait, c'est un animal qui nous montre comment changer de direction rapidement en tirant parti de son environnement, hein. Comment maîtriser de nouvelles compétences, donc, et tirer parti, en fait, de ses actions. Donc, elle nous invite à agir avec grâce, promptitude et engagement. Et l'autre animal qui est important au début du conte, c'est un cheval qu'elle reçoit en cadeau du clan, donc pour la remercier de tous les enseignements qu'elle leur apporte. Et le cheval, moi, c'est un animal qui m'a toujours fascinée. Je vous expliquerai après pourquoi. Euh, Elle leur enseigne en fait la médecine du cheval, qui est un allié pour nous aider à utiliser nos dons, nos talents et nos capacités de façon correcte, c'est-à-dire sans en abuser ni en mésuser. Et ça, c'est un aspect du cheval que je n'avais pas vu. Moi, j'adore le cheval. C'est un animal qui, pour moi, a une fougue, une noblesse qui représente la liberté. Et j'ai toujours rêvé de savoir monter à cheval, mais j'ai jamais vraiment réussi. C'est un animal qui me fait peur, je pense, tellement il est justement noble, affirmé. Et en même temps, je me vois toujours hein, parcourir des plaines à cheval. Les films où je vois des femmes à cheval, moi, ça me fait toujours rêver. Mais j'avais pas vu cet aspect, en fait, que c'est un animal qui sait gérer son énergie, en fait. Euh, donc, je trouvais ça sans abuser ni mésuser, hein. C'est un peu j'ai envie de dire, l'image d'un bon leader. Euh, donc voilà, donc deux enseignements au début, l'antilope et le cheval. Alors la 11e mère de clan, elle est reliée à la couleur blanche. Et la couleur blanche, c'est la couleur du magnétisme, du bon usage de l'autorité et de la volonté, hein. Moi, ça me fait penser au drapeau blanc de la paix. C'est aussi la couleur de l'intuition et de la liberté dans la roue de médecine. C'est la couleur du nord, la couleur de la sagesse, la couleur de la page blanche, hein, qui fait qu'une fois qu'on a traversé ces ombres, je vous parlais d'ombres au début de l'épisode, une fois qu'on a traversé ces ombres à l'ouest, qu'on a déposé ce qui ne servait plus, qu'on a accepté, euh, on atteint justement une certaine forme de liberté. Et on arrive au nord, donc, hein, le nord, c'est le blanc parce que c'est aussi la neige, hein. Euh, donc, c'est vraiment une mère qui nous amène, j'ai envie de dire, à la sagesse aussi. Et elle le fait en guidant par l'exemple, hein. Elle nous enseigne le leadership en étant la meilleure version d'elle-même. Euh, et en étant authentique. Donc ça, c'est vraiment le premier thème, l'authenticité, c'est-à-dire que ce qu'elle enseigne, elle le fait elle-même, hein. Elle le teste sur elle-même, elle le met en application elle-même. C'est vraiment faites ce que je dis et ce que je fais, hein. Euh, dans le conte, on nous dit, hein, les actions parlent plus fort que les mots. C'est vraiment ça. Quand nos actions suivent nos propos, eh ben, on n'a pas besoin de craindre le jugement des autres parce qu'on est intègre, on est vraiment authentique. Donc c'est ça qu'elle enseigne, c'est vraiment ce qui la caractérise, cette authenticité. Et l'autre grand trait de sa personnalité que on retrouve, c'est cette persévérance, hein. Elle enseigne aux femmes à être persévérantes. Et puis pour moi, ça prend vraiment deux formes. D'abord, l'indépendance, c'est-à-dire qu'elle leur enseigne à faire les choses par elles-mêmes, sans rien attendre des autres, hein. Vous connaissez le dicton, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est exactement ça. Euh, et ça passe par la fierté de nos accomplissements, hein. Elle aide vraiment les femmes à retrouver cette fierté parce que quand on fait les choses soi-même, même si on a du mal, même si on échoue, même s'il faut recommencer plusieurs fois, le jour où on y arrive, on développe l'estime de soi, hein, parce qu'on ne doit rien à personne, c'est nous qui sommes arrivés là. Et l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose que moi, je viens de guérir cette année. Pas encore complet, mais euh, on progresse, on est toujours en chemin, on marche vers notre grandeur. La fierté, en fait, de se dire, waouh, j'ai, j'ai fait tout ça, je suis arrivée là. Donc oui, je suis tombée plusieurs fois, j'ai fait des erreurs, il y a des choses que je regrette, mais ça m'a tellement appris
que ça en valait la peine et je peux être fière de tout ce que j'ai réussi à accomplir. Et dans la persévérance, l'autre aspect important, c'est d'être en bonne santé. Elle encourage vraiment les femmes à faire de l'exercice, euh, à avoir une bonne hygiène de vie, bien manger, bien dormir, bien bouger, parce que pour atteindre des objectifs, pour être persévérance, il faut vraiment prendre soin de son corps. C'est comme ça qu'on peut accomplir de grandes choses. Et quand on prend soin de son corps aussi, quand on apprend à bouger, on apprend aussi la flexibilité. On apprend à s'adapter dans la vie, à laisser les autres suivre leur propre chemin sans rien imposer. Et ce focus qui est mis sur le corps, en fait, je me rends compte que c'est quelque chose que je prône depuis le début de Maman sans tabou, que ce soit dans mes articles, dans les perles de sagesse aussi, des petites vidéos que j'avais enregistrées au tout début avant de créer ce balado. Euh, c'est vraiment, puis je me rends compte que c'est vraiment important dans ma vie. Euh, D'ailleurs, j'enregistre cet épisode après être allée à mon cours de Zumba parce que je voulais être justement en forme pour enregistrer l'épisode. Et quand on fait une activité physique, que ce soit en intérieur ou en extérieur, je trouve que ça oxygène, ça nous donne de l'énergie, ça fait circuler en fait l'énergie aussi. D'ailleurs, j'ai mis, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, j'ai mis mon chandail blanc, hein, puisqu'on était avec la 11e mère de clan, avec la danseuse, parce que je trouvais justement que elle représente bien cette mère de clan, cette femme dynamique. Et donc, pour conclure, hein, ce deuxième thème, la persévérance, euh, donc c'est faire les choses par soi-même, prendre soin de son corps, et c'est ce qui nous permet en fait de garder son œil sur l'objectif visé en étant vraiment les pieds sur la terre et en suivant la vérité dans son cœur. Et cette dernière image, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, hein, à la fin du poème, hein, je ne sais plus comment elle le dit, là, les pieds ancrés dans la terre et le regard vers le ciel. Euh, pour moi, c'est l'image du Sagittaire. Je suis Sagittaire, hein, étant née au mois de novembre, vraiment. Hein, puis on retrouve le cheval dans le Sagittaire, donc cet animal qui est vraiment très, très ancré et en même temps qui est attiré par les étoiles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me représente. Hein. Alors, ma famille vous dirait que je suis un petit peu perchée, ésotérique, parce que eux sont encore plus dans la terre, mais ma spiritualité est ancrée. Je n'ai jamais cru aux anges. Pour moi, euh, oui, il y a quelque chose là-haut. Il y a des signes, il y a enfin, l'univers nous parle, et en même temps, je vais pas faire un rituel en espérant que ma vie va changer. Je vais faire les actions qui vont avec. Je suis une femme d'action. Pour moi, c'est ça, une spiritualité ancrée. C'est déposer des choses dans l'univers, euh, faire des rituels si ça nous parle, de l'introspection, mais c'est aussi, euh, comme nous le dit la mère de clan, c'est agir en conséquence de ce qu'on désire en suivant son cœur. Voilà pour cette première partie, j'ai envie de dire, avec ces deux thèmes. Maintenant, j'ai envie de retourner au conte, hein, parce que ça, il y a toujours dans les contes de Jamie Sands une première partie où on nous dresse un petit peu la table, où on nous montre déjà la médecine de la mère de clan, mais il y a toujours une évolution, il y a toujours un rite de passage. C'est ça que je trouve beau, c'est que ce sont des femmes qui ont beaucoup à nous enseigner, mais c'est venu, cette force qu'elles ont, ces enseignements, sont venus à travers des épreuves. Et c'est parce qu'elles ont su traverser ces épreuves et tirer les enseignements qui en découlaient qu'elles peuvent maintenant transmettre. Donc, pour en revenir au conte, euh, malgré en fait toutes ces beaux préceptes qu'elle enseigne au clan, le fait qu'elle a l'admiration des femmes et tout ça, au bout d'un moment, elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans le clan. Un feeling, hein, une atmosphère, quelque chose qui est en train de mal tourner. Donc, elle part se retirer en forêt pour méditer. Et là, elle se retrouve à faire un rêve éveillé où elle ne fait qu'un avec le cheval qu'elle a reçu en cadeau. Et dans ce voyage sur le cheval, elle rencontre à nouveau le puma qu'on avait vu au début du conte, qui se met à lui parler pour lui rappeler que c'est important de mener par l'exemple. Et que mener par l'exemple, ça veut dire aussi prendre le temps de se reposer. Parce que quand on est trop dans l'action, on oublie qu'on est humain. Et le puma lui parle par exemple de l'âme. Hein.
la médecine de l'âne, euh, oui, il va prendre des responsabilités, il va porter nos fardeaux, mais à un moment donné, il va se braquer quand c'est trop lourd. Un âne, c'est têtu. Euh, mais là, il y a une médecine, il y a un apprentissage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu en portes trop sur tes épaules, il faut savoir arrêter et dire ça suffit, comme l'âne. Et ça, je trouve que c'est un très, très beau conseil quand on est maman. La semaine dernière, j'ai donné ma causerie sur le mum rage et on a vu notamment que ben, c'est souvent la charge mentale qui fait qu'on finit par exploser de colère. Et pourquoi c'est le mum rage et pas le dad rage? Parce que c'est souvent sur les épaules des mères que repose la plus grande charge dans la parentalité. Euh, et donc, pour éviter d'en venir à avoir des crises de mum rage, eh bien, c'est bon de se décharger un peu, puis de dire stop, là, ça suffit. Donc, cette mère de clan, elle vient nous enseigner à mettre nos limites. Et quand le puma lui dit ça, elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps, des larmes qu'elle avait réprimées pour projeter l'image d'une femme forte. Parce qu'elle se disait, si je veux accompagner les femmes, faut que moi je sois impeccable. Et ce passage, ça m'a rappelé tellement, tellement d'épisodes de ma vie. Et je suis sûre que vous aussi, il y a au moins un moment dans votre vie où vous pouvez vous relier à ça. La première image qui est montée, c'était quand j'étais en classe de neige, donc en CM1, c'est-à-dire quatrième année du primaire au Québec. On était parti un mois. Puis un mois, je pense que c'était le plus long, la plus longue période de temps que j'avais passé loin de mes parents. Et dans cette classe de neige, alors c'était le fun, hein, on allait skier, on faisait des igloos, des batailles de boules de neige. Mais je trouvais ça difficile, en fait, avec ben, les relations avec mes camarades de classe. J'étais, quand j'étais plus jeune, quelqu'un de timide, je prenais beaucoup sur moi, il y a beaucoup de choses que je ne disais pas. Et à un moment donné, enfin, à un moment donné, on était dans l'espèce de restaurant là et on était en train de prendre un chocolat chaud et je me suis mis à pleurer, mais j'étais inconsolable. Vous savez, quand on n'arrive même plus à respirer tellement on pleure. Euh, et là, il y a vraiment une brèche qui s'était ouverte. En fait, j'en avais trop gardé et puis ça avait explosé. Euh, une explosion de larmes comme ça, j'en ai eu une aussi quand j'ai eu ma grosse, grosse peine d'amour. Je me rappelle, j'étais au travail et en fait, comme je suis quelqu'un de joyeux, j'ai comme du mal à me montrer vulnérable. Et donc, même face à mes collègues, hein, je faisais celle qui souriait, tout ça. Mais à un moment donné, ça a lâché. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé comment ça va. Il a dû sentir que ça n'allait pas. Et là, je me suis mise à pleurer. Parce que je pense que je venais enfin de comprendre que c'était vraiment fini, là. Je pense qu'il y avait encore un peu d'espoir en moi. Et là, là, je pense que j'ai pris la mesure de ce qui s'était vraiment passé, que je ne partagerai plus ma vie avec cet homme. Et à partir du moment où j'ai ouvert cette vanne, en fait, euh, ben, j'ai plus été capable de m'arrêter de pleurer. J'ai entamé une thérapie qui m'a fait énormément de bien. Et dès que j'allais voir un film, dès que je lisais un livre, et alors là, j'avais vraiment la sensibilité à fleur de peau. Mais je me suis rappelé que, et là je vais devenir émotive, c'est justement parce que j'avais pas été capable de me montrer telle que j'étais, dans mes forces comme dans mes vulnérabilités, face à cet homme qui m'avait quittée. Une fois, on avait été voir le film allemand La vie des autres, et ce film m'avait bouleversée parce qu'en fait, euh, ce que vit l'héroïne, c'est un petit peu ce que je vivais à l'époque avec cet homme. J'avais vraiment peur de le perdre, je me sentais pas à la hauteur. Et c'est vraiment venu me toucher. Et quand il m'a demandé pourquoi il était ému en fait que je sois, que ce soit, enfin que je me mette à pleurer autant. Et je me suis comme fermée. Euh, et je pense que là, j'ai vraiment quelque part perdu une occasion peut-être de fusionner encore plus avec lui. J'ai pas voulu qu'il aille voir dans mes failles, en fait, alors que lui, c'est ça qu'il cherchait. Parce que ce que m'a appris ma thérapeute, c'est que si tu veux, oui, en société,
on peut prétendre qu'on est fort, on peut se cacher derrière des masques pour se protéger, hein. C'est des conditionnements, des réflexes de protection qu'on a développés dans l'enfance suite aux différentes blessures qu'on a eues. Sauf que quand on est avec quelqu'un de proche, avec quelqu'un qu'on aime et qui nous aime, c'est là qu'il faut tomber les masques. Et moi, j'avais pas appris à les faire tomber devant ces personnes-là. Euh, et, euh, et pourtant, ça m'était arrivé avant, hein. En fait, j'ai grandi en étant la meilleure élève, la fille modèle, et, et- et c'est comme si on me donnait pas le droit, et donc je ne me donnais pas le droit de craquer parfois. Et quand je le faisais, c'était mal perçu dans ma famille, donc j'ai arrêté de le faire au fil du temps. Mais laisser couler les larmes, c'est le premier pas vers la transformation, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est en ralentissant qu'on se rend compte qu'on est humain. Mais c'est ça qui fait peur, hein, c'est de se dire, oh, je suis faillible. Sauf que c'est quand on se montre vulnérable et qu'on accepte l'aide des autres, que là, on apprend à se faire confiance. C'est ce que j'ai vécu en faisant cette thérapie et c'est ce que vit la 11e mère de clan. Et là, il y a un autre passage qui me touche beaucoup dans le conte, c'est quand elle demande au puma, oui, mais comment enseigner aux autres ce qu'on doit nous-mêmes encore apprendre? Vaste question. C'est une question que j'ai d'ailleurs posée à Annie Langlois quand j'avais fait la formation les 7 étapes vers le soi il y a 2 ans, je crois. Euh, et c'est pas évident. Et c'est ce qui génère chez moi en fait un grand sentiment d'imposteur. Qui suis-je pour te dire quoi faire, comment faire, quand moi-même je fais encore des erreurs? Et ce que différents mentors m'ont répondu au fil des années, notamment Annie Langlois, mais aussi Laurence Sala, c'est qu'en fait, on est toutes toujours en chemin. C'est ça, marcher dans sa grandeur. Oui, je suis peut-être plus en avant du chemin que toi et donc je peux t'aider, mais je continue moi-même à marcher. Annie Langlois elle-même, elle est toujours en train d'apprendre. Euh, et donc, c'est un petit peu comme nous l'enseigne la 11e mère de clan, c'est d'être assez flexible pour laisser l'autre marcher son chemin à à son rythme, sans rien lui imposer. Et en poussant la réflexion plus loin, je me suis dit, mais elles ont raison, c'est justement parce qu'on est en train d'apprendre qu'on comprend mieux ce que vit l'autre et qu'on on est capable de faire preuve d'humilité dans notre enseignement. Là, il y a deux souvenirs qui me sont venus en mémoire. Il y avait ce pasteur qui était venu nous voir euh, quand j'étais en classe préparatoire en France. On étudiait les religions, notamment la montée du protestantisme en Europe. Euh, bah, on était pour la plupart tous catholiques, donc on ne connaissait pas trop le protestantisme. Donc notre professeur, elle avait fait venir justement un pasteur protestant. C'était hyper intéressant cette discussion parce qu'il nous amenait une autre vision de la religion. Euh, et ce qui m'a marqué dans son discours, c'est, tu sais, on lui demandait, mais pourquoi vous, vous avez le droit d'être marié? Tu sais, normalement, dans le catholicisme, hein, on fait vœu de chasteté parce qu'on est marié à Dieu. Et lui, il m'a dit, ben, comment veux-tu que j'aide mes ouailles quand ils ont des difficultés de couple si je ne sais pas moi-même ce que c'est que vivre en couple? Et ça m'avait beaucoup marqué. Il a raison, hein. Quand on vit soi-même une expérience, on est davantage en mesure d'aider les autres. Un petit peu comme mon invité du mois d'août, Florine Lescu, qui disait, ben, moi, j'ai des enfants qui ont un certain âge, donc je suis capable d'aider les mamans dont les enfants sont un petit peu plus jeunes parce que je suis passée par là. On apprend de ses erreurs, donc on peut transmettre aux autres ce qu'on a appris. Puis l'autre souvenir qui m'est venu, c'est quand j'étudiais à l'université pour enseigner le français langue seconde, on nous avait demandé, au programme, il y avait un cours obligatoire qui était l'apprentissage d'une langue inconnue. Alors, il y avait toute une liste de langues les plus exotiques possibles. Moi, j'avais choisi l'arabe. Et je me rappellerai toujours le premier cours. Le prof, il était là avec des images. Donc, c'était l'histoire de Karim et puis sa sœur, je ne me rappelais plus exactement son nom. En tout cas, puis il avait des images. Puis là, sur le tableau, il les mettait. Puis il nous disait des mots. Il faisait des phrases très courtes. Tu sais, puis il répétait pour qu'on essaye de comprendre. Et moi, j'étais complètement larguée. Complètement. Mais je l'ai très, très mal vécu parce que j'étais
euh, j'ai toujours été très bonne en langues étrangères, j'en parle quatre. Apprendre des langues, pour moi, c'était facile. Euh, mais de me retrouver dans cette situation, de voir que moi, je ne comprenais rien, alors que dans la classe, il y en avait qui comprenaient et qui ne connaissaient pas plus l'arabe que moi, c'est vraiment venu me chercher. Là, mon ego, il en a pris un coup, mais en même temps, et c'était là tout l'intérêt de ce cours, parce qu'on devait tenir un journal de bord, ben, j'ai compris ce que peut ressentir un apprenant étranger dont la langue d'origine, la langue maternelle, est aux antipodes du français, hein. C'est facile d'enseigner ou d'apprendre une langue romane quand on parle déjà une langue romane. Il y a énormément de similitudes. Mais quand tu es asiatique, que tu as une langue tonale et que tu te mets à apprendre une langue latine qui n'a rien à voir, tu pars de loin. Et ça m'avait tellement marqué cette expérience que moi, j'ai toujours adoré enseigner aux débutants. Il y avait même, quand j'enseignais au YMCA, le cours d'introduction. Donc, c'était justement pour ce genre d'apprenants qui venaient de plus loin. Euh, et j'adorais ça, en fait. Mais je pense que c'est parce que j'avais justement appris moi-même, j'avais beaucoup d'empathie pour eux, parce que je me dis, c'est gros, là, ce qu'ils font. C'est un gros step. Donc, j'aimais beaucoup les aider, les prendre par la main pour qu'ils se sentent en confiance. Donc voilà, on apprend de ses erreurs et on est tout à fait en mesure d'aider les autres, même si nous, on est encore en train d'apprendre. Donc ce que lui dit le puma, c'est que en prenant le temps de se reposer, elle va pouvoir permettre aux femmes d'en faire autant. Parce que quand on est tout le temps dans l'action, quand on veut performer, quand on montre qu'on est en maîtrise, ben, les autres peuvent se sentir mal, peuvent se dire, ah, moi, j'y arrivais pas, hein, parce qu'on se compare beaucoup. Et ce besoin de repos, euh, je pense que c'est comme mon plus grand défi dans la vie. C'est, je sais que j'en ai besoin, mais j'ai du mal à lâcher. Et depuis quelques semaines, c'est très, très, très tendu chez moi. Ma plus jeune nous fait des crises de colère et je sais que c'est parce qu'elle est fatiguée. Elle a commencé l'école maternelle, elle a des grosses journées, ils font plus la sieste, ils font la petite pause de 30 minutes, là, ils font plus la sieste comme ils faisaient, mon aînée, elle faisait quand même jusqu'à Noël, là, une sieste de 30 minutes, là, ils le font plus. Donc elle arrive, elle est épuisée, elle a du mal à suivre les consignes parce qu'elle en suit déjà toute la journée, et puis à l'école, ça va super bien parce qu'elle performe, elle écoute, elle suit toutes les consignes, mais rendue à la maison, ben, elle a plus le courage de le faire, et parce qu'elle est dans un safe space, elle se permet de s'opposer, de crier, Mais cet appel à l'aide, en fait, toutes ces crises, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'est le miroir, en fait. C'est mes filles me montrent que moi aussi j'ai besoin de repos. Après, ça a été une grosse année, ça a été une très très grosse année, et moi aussi je suis fatiguée. Et même si là j'ai un rythme un petit peu plus tranquille depuis que bon, le spectacle Sisters est fini, mon livre collectif est sorti, j'ai plus de causerie jusqu'à la fin de l'année, mon atelier a été reporté, mais j'ai encore quand même des choses à faire et je suis fatiguée et j'ai hâte aux vacances, en fait. Euh, et mon aîné m'a dit d'ailleurs, maman, on a des week-ends bien remplis, j'aimerais ça qu'on chill un petit peu plus à la maison. Et donc samedi matin, en fait samedi toute la journée, on n'avait rien. J'ai dit, bah parfait. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi, j'ai toujours le week-end, hein, une liste de petites choses à faire, mais quand on n'est pas trop occupé comme ce week-end, euh, ben, je me laisse le loisir de les faire un peu quand ça me tente. Et là, en fait, ben, ça m'a permis de suivre le flow. Euh, on s'est mis à fabriquer plein de choses pour le marché de Noël de l'école de mes filles, qui aura lieu le 29 novembre, donc à l'école L'Envol. Elles ont voulu qu'on prenne une table. C'est une activité de financement pour l'école, c'est vraiment sympa. Il y a plein de parents puis de gens du quartier qui viennent vendre soit des choses qui sont fabriquées eux-mêmes ou des biscuits, des gâteaux, il y a de tout. Et donc, mes filles qui aiment beaucoup bricoler ont voulu qu'on prenne une table. Et donc, toute la journée de samedi, en fait, on s'est amusé à faire des signets, des bijoux, etc. Ça nous a fait du bien. Et depuis, j'avoue que les crises de ma plus jeune se sont calmées. Donc, mon conseil, c'est que
Quand vous sentez que vos enfants sont difficiles, qu'ils ont besoin de repos, demandez-vous, est-ce que c'est pas vous qui avez besoin de repos? Hein? Parce que, en tant que parent, on guide vraiment par l'exemple. Les enfants vont suivre ce qu'on fait, pas ce qu'on dit. Vous avez beau leur dire de se calmer, de se reposer, de rester assis à table. Si vous, vous êtes toujours en action, vous êtes toujours en train de vous lever pour aller chercher quelque chose, si vous n'arrivez pas à vous poser, ben, ils vont vous suivre, ils vont suivre ce que vous faites parce que vous. Donc voilà. Donc, après avoir entendu tous ces enseignements, la mère de clan décide d'être douce envers elle-même parce qu'en fait, elle se rend compte qu'en voulant être trop indépendante, ben, elle s'est auto-sabotée. Et, euh, et je me rends compte que ce besoin de douceur envers soi, c'est mon souhait le plus cher et c'est aussi mon plus grand, grand défi dans la vie. Euh, Quand j'avais fait ma thérapie dont je vous parlais plus tôt, euh, la thérapeute m'avait donné un livre qui s'appelait quelque chose comme S'aimer soi-même. Et mon premier réflexe a été, mais je m'aime, je m'aime. Pourquoi je pensais que je m'aimais? Parce que j'étais fière de ce que je faisais, j'avais des amis, je savais que, tu sais, il y avait une fierté d'être qui je suis. Mais en fait, la fierté puis l'amour, c'est deux choses différentes. Et en lisant ce livre, en plus c'est un livre avec plein d'exercices, donc moi, ça me parlait vraiment. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il a été écrit pour moi, ce livre, en fait. Et je me suis rendu compte à quel point l'amour de soi, c'est très, très difficile. Et encore cette année, hein, et encore cette année, la vie m'a envoyé des épreuves pour tester si justement j'avais bien compris qu'il fallait que je prenne soin de moi, que je sois douce avec moi-même. Là où je vois l'écho avec mon histoire, en fait, c'est que moi, c'est la maternité qui m'y a forcé parce que ça m'a justement poussée au bout de mes limites. Hein. J'avais du mal à être une bonne épouse, une bonne employée, une bonne amie et une bonne mère. Et j'ai vécu un énorme sentiment d'incompétence parentale parce que, ben, contrairement à tout le reste dans ma vie, c'était quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout, dans lequel je ne me sentais pas bonne. Et c'est vraiment venu me chercher. Et c'est ça qui m'a permis de toucher à ma vulnérabilité, en fait, de traverser mes parts d'ombre. Et un petit peu comme la 11e mère de clan, j'ai voulu partager ce que j'avais découvert, avoir marché ce chemin. Et c'est pour ça que j'ai créé Maman sans tabou, que j'ai monté des causeries sur des sujets comme le mum rage, parce que tout ce que j'avais appris, je me suis dit, il faut que les autres femmes découvrent ça aussi. C'est pour ça que j'ai lancé des cercles, j'ai fait un groupe Facebook, parce que je me suis dit, on a besoin de parler de ces choses-là. Moi, c'est ça qui m'a aidé à parler, donc je veux transmettre ça aux autres femmes. Donc la maternité m'a vraiment ramenée aussi à la partie plus tranquille de ma personnalité, celle qui aime le silence. Hein. J'avais écrit un article sur le silence, donc j'en mettrai le lien. Euh, Ça m'a montré le besoin de repos, le besoin de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Un autre article que j'avais écrit d'ailleurs. Et encore récemment, vous savez, j'ai fait mon tambour au début de l'année, puis récemment, j'ai participé à une journée pour développer la relation à son tambour parce que depuis que je l'ai, j'ai du mal à en jouer. Et il y a un exercice qui m'a beaucoup marqué, que nous avait fait faire Nathalie Gingras, qui était de, en fait, de montrer la face extérieure de son tambour au reste du cercle, puis ensuite le ramener dans l'autre sens, et donc de montrer la face arrière. Et moi, ça m'a vraiment montré à quel point j'avais du mal, en fait, à montrer ma vulnérabilité. Quand je mettais mon tambour face extérieure, ça allait, mais quand c'était l'autre côté que je leur montrais, il y avait de la honte, il y avait du ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, la peur du jugement, tout ça qui remontait. Et ce qu'elle nous a dit, c'est que ben, la relation au tambour, ça commence par la relation avec toi. À partir du moment où tu guéris la relation avec toi, tu apprends à t'aimer pleinement, tu vas être capable de mieux jouer du tambour. Donc, c'était un très beau miroir. Euh, D'ailleurs, dans le conte, hein, c'est dans les yeux du puma que la 11e mère de clan voit à la fois sa force et sa vulnérabilité. Le puma lui sert de miroir. Ça me fait penser à un exercice du miroir que j'avais fait aussi, que je vous mettrai dans la ressource qui accompagne cet épisode, parce que c'est très puissant, vraiment. Ça permet d'aller à la rencontre de ces œuvres, de ces ombres, pardon. Et cette dernière dualité, ça me fait penser à mon invité. Donc, je vais vous la présenter tout de suite parce que
Je comprends tellement pourquoi elle a choisi cette 11e mère de clan. Sur le coup, ça m'a fait drôle parce que j'ai envie de dire, c'est ma mère de clan à moi. Puis elle n'est pas née au mois de novembre. Mais maintenant que je la connais, parce que j'ai passé toute une année avec elle, je comprends. Il s'agit de Sophie Chanel, celle avec qui j'ai fait le spectacle Sisters. Euh, et bah, elle, en fait, pourquoi elle s'est reconnue dans cette mère de clan? Il y a cette dualité de force et de vulnérabilité. Sophie, c'est une femme d'action, une leader, hein. Elle a deux entreprises à son nom. C'est quelqu'un qui a toujours performé dans la vie, mais qui, elle aussi, a dû apprendre à se reposer, à s'écouter, à prendre soin d'elle, hein. La vie lui a envoyé tour à tour plusieurs épreuves. La dernière en date, c'était son cancer du sein. Et c'est ça qui l'a ramené à suivre le désir de son cœur, comme la 11e heure de clan. Et ce désir, c'était d'être artiste. Et il se trouve que ben, on avait ce même désir, donc on a partagé la scène ensemble. Et ce que je trouve incroyable aussi, en fait, c'est que euh, c'est en étant vulnérable que les guérisons ont lieu, hein. Dans le conte, c'est parce qu'elle accepte d'être vulnérable que les femmes du clan, en fait, peuvent enfin souffler parce que il y avait des jalousies qui s'étaient développées. Leurs conjoints prenaient toujours en exemple la 11e mère de clan pour comme les rabaisser. Donc, ça se passait pas bien dans les foyers. Donc, ce que la 11e mère avait senti, c'était juste, en fait. Donc, elle, en osant déposer les arbres, en se montrant humaine, ben, ça permet à toutes de le faire et ça fait donc des guérisons au sein de la sororité. Et justement, la sororité, c'est aussi la force de Sophie, hein. Authenticité, persévérance, innovation, vulnérabilité, les quatre enseignements de la mère de clan, ça décrit très très bien Sophie, mais il y a aussi la sororité. J'ai longtemps cru que la mère de la sororité, c'était la 10e mère de clan, puisqu'elle nous invite à créer ensemble. Mais je me rends compte en relisant le conte et le poème de cette 11e mère que c'est elle, en fait. Euh, Parce qu'elle va créer l'éloge de la Lune. Donc, je vais vous parler un petit peu plus tard, mais je voudrais terminer avec Sophie. Sophie, en fait, ça fait plusieurs années que son accompagnement phare, ça s'appelle Sisters. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment sa force. Et je l'ai vécu avec Marilyn et elle quand on a créé le spectacle Sisters. Il y a eu, comme dans tout projet collectif, des tensions, mais on a toujours, toujours été capable de passer par-dessus parce qu'on a été vrai, on a été authentique, on a dit les choses. Même Sophie, qui était la leader, quand elle nous arrivait elle nous envoyait des documents, qu'on elle avait besoin de notre feedback et qu'on critiquait, on disait, ben, ça, faut corriger. À un moment donné, elle a dit, OK, les filles, moi, j'ai aussi besoin que vous me disiez, qu'est-ce que j'ai fait de correct? Parce que là, je vois juste le côté négatif. Nous, on avait cru qu'elle voulait qu'on l'aide à améliorer, donc on avait pointé les choses à corriger, mais évidemment qu'on trouvait que tout ce qu'elle faisait, c'était formidable, mais on ne l'a pas dit. Et en, cette, en fait, elle a osé être vulnérable, elle a osé avouer, ben, j'aimerais ça que vous me disiez aussi que je suis bonne, parce que là, je me sens nulle. Et c'est ça qui a permis de renforcer nos liens, en fait, parce que du coup, on a senti qu'on pouvait toutes se montrer telles qu'on était et dire ce qui n'allait pas. Et c'est ce qui fait que le projet est ce qu'il est. Puis d'ailleurs, c'est ça qu'on voulait offrir, une guérison de la sororité dans ce spectacle. Donc c'est formidable qu'on l'ait vécu, qu'on l'ait vécu nous aussi. Euh, donc pour terminer la parenthèse avec Sophie, son entrevue aura lieu le 5 décembre prochain. Et le projet d'ailleurs continue. On a une exposition aussi le 12 et 13 décembre. J'ai pas encore tous les détails, donc restez à l'affût, probablement dans la prochaine infolettre où je vous présenterai Sophie. Donc, vous l'aurez compris, le troisième thème clé des enseignements, c'est la vulnérabilité. Et il y a une phrase que je trouve très, très belle dans l'ouvrage de Jamie Sands qui est «La vulnérabilité est une force». Ça, c'est très, très puissant. J'en avais d'ailleurs fait une citation sur la page Facebook de Maman sans tabou parce que c'est tellement puissant. Accepter son humanité, ses parts d'ombre, ressentir ses besoins et comprendre ce que veulent dire les épreuves sur notre chemin, c'est une force. C'est ça qui nous fait grandir. Et le défi, c'est vraiment d'équilibrer action et repos. Euh, et le puma rappelle à la mère de clan la médecine de la moufette, hein. La moufette, elle nous enseigne à pas avoir la fierté mal placée, à savoir attirer ce dont on a besoin dans la vie, mais aussi repousser ce qui ne nous convient plus. Enfin, comme elle dit,
quand c'est mauvais, ça pue. Ben, c'est ça, en fait. C'est un petit peu comme je vous disais, hein, moi j'étais fière de moi, mais finalement je ne m'aimais pas vraiment. Ben là, c'est la même chose, de savoir dire, OK, ça j'en ai besoin, mais ça c'est trop, ça ne me convient plus, et d'accepter de lâcher. Hein. On n'est pas toujours obligé d'aller au bout de tout. Si on sent que ça fait plus sens, si on sent que c'est plus aligné, que c'est trop lourd à porter, ben, de pouvoir dire, OK, ben, j'arrête. Euh, Voilà. Donc, en acceptant cette vulnérabilité, en osant la montrer, comme je disais, elle guérit la sororité. Parce qu'en fait, ce que nous dit le Puma, c'est que les femmes, euh, elles prennent soin des autres. Mais pour y parvenir, elles ont besoin aussi de se nourrir elles-mêmes. Enfin, vous le savez, c'est un discours que je tiens régulièrement. Euh, et donc, euh, comme c'est la mère de l'innovation, c'est elle en fait qui va initier les tentes rouges ou les loges de la lune, c'est-à-dire d'inviter les femmes à venir se reposer en silence pendant 3 jours pendant leur lune, à se réunir entre elles pour partager et créer le reste du temps. Et cette loge de la lune, moi c'est quelque chose que j'ai visité cet été en Gaspésie quand on est allé voir le site Micmac de Gaspé. Le guide nous a montré à un moment donné dans la forêt, il y avait un wigwam en fait qui était séparé des autres et c'était le wigwam des lunes. C'est là que les femmes se réunissaient pour créer euh, et aussi pour se reposer, pour être en silence. Et ça m'a beaucoup marqué. Et depuis, en fait, je prends vraiment le temps d'honorer l'artiste en moi quand j'ai mes règles et de perler. Alors ça, c'est mon nouveau dada, le perlage. J'ai découvert ça cet été auprès des autochtones de Kinawa et je suis vraiment tombée dedans. J'adore ça. Et ça me fait du bien et ça me permet aussi, hein, quelque chose que je veux enseigner dans mon programme sur la créativité que j'ai découvert dans l'ouvrage de, son nom, Cameron, son prénom, Julia Cameron. Libérez votre créativité. C'est de se donner un rendez-vous avec l'artiste à toutes les semaines ou même une journée complète une fois par mois. Et j'avais toujours du mal à le mettre à l'agenda. Mais là, de me dire, ah, eh ben voilà, je vais le faire quand j'ai mes règles, parce que c'est une période où mon corps est fatigué, où j'ai besoin de me reposer. Eh ben pour moi, ça fait du sens. Et du coup, j'arrive à le respecter. Donc, j'ai commencé à perler, vous voyez, puis j'essaye toutes sortes de choses. Alors, c'est ça. J'ai appris une méthode, mais comme l'ancienne mère de clan, j'aime innover, j'aime essayer des nouvelles affaires. J'ai déjà essayé des nouvelles techniques, hein, avec juste 7 perles au lieu de 13, en finissant avec 3 petites perles au lieu de une. Et puis, je suis en train d'expérimenter plein de choses parce que j'ai le goût, en fait, de vous l'enseigner. Puis, je sais qu'il y a certaines femmes qui me suivent qui sont intéressées. Donc, je vais potasser ça. Je pense que je vais le sortir à l'hiver parce que, justement, l'hiver, c'est la saison du repos. Hein. C'est dans la roue de médecine, dans les cycles des femmes, c'est ce qui est associé à la période des règles, justement, celle où on a besoin de se retirer, de se reposer. Euh, donc, j'ai vraiment, vraiment envie de faire ça. Euh, et aussi, hein, je vous l'ai déjà annoncé pour celles qui me suivent dans la folette, je vais me retirer cet hiver pour écrire. Je veux écrire mon propre livre et pour moi, l'hiver, c'est vraiment la saison pour rentrer dans sa grotte et pour créer. Donc, je vais mettre en application les enseignements de cette mère de clan. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, quand je disais hein, qu'il y avait beaucoup d'écho par rapport à ma vie, quand je relisais ce passage, ça m'a rappelé euh, le jour où mon cycle est revenu, le jour de mes 40 ans. Il faut savoir que moi, après chacune de mes grossesses, j'ai eu une aménorrhée prolongée à cause de l'allaitement. Et quand on a voulu avoir un deuxième enfant, ben, j'ai été voir l'endocrinologue pour qu'elle m'aide un petit peu à retrouver mon cycle. Et je me rappelle, c'est arrivé le jour de mes 40 ans. Et pour l'occasion, mon mari, me connaissant, il avait organisé une journée hyper chargée avec plein d'activités, plein de monde. Alors que moi, j'aurais eu qu'une envie, c'était rester couchée dans mon lit. Donc là, lui aussi, il a découvert qu'il y avait une partie de moi qui aimait être en silence, se reposer. Et c'est justement mon cycle hein, qui m'y a ramené. Il m'a dit, ben, la fille, hein, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour l'action et la sociabilisation, puis il y a un temps pour se reposer. Donc c'est très précieux, et ces menstruations qu'on a, nous les femmes. Alors voilà, comme je vous disais, là, je l'ai glissé un petit peu tantôt, le quatrième thème, hein, c'est l'innovation. Donc justement, comme la mère de clan, c'est la mère de l'innovation,
quand elle reçoit tous ces enseignements, eh ben, elle décide de créer justement ces loges de la lune et d'entraîner les femmes à se montrer telles qu'elles sont, à suivre le désir de leur cœur à travers le repos et la méditation. Elle met en place ces loges euh, et pendant ces périodes d'introspection, en fait, c'est le moment où on dépose justement ce qui ne sert plus, puis euh, on réfléchit à des nouvelles façons de faire euh, pour, pour que ça aille mieux dans sa vie, en fait. Euh, et souvent, la réponse, elle est justement dans le cœur. Qu'est-ce que notre cœur désire? Euh, et moi, ben, c'est ça, en relisant ce que j'ai envie de créer, c'est des cercles de lunaison, des moments d'introspection comme l'atelier de perlage. J'avais cru que ça passait par les cercles de parole, justement, Euh, mais en fait, je me rends compte que ça ne correspond pas à l'énergie que je dégage. Je dégage une énergie dynamique, joyeuse, et pourtant, pour moi, ce repos, cette introspection, c'est aussi essentiel. Et donc là, je sens que c'est appelé à se transformer euh, et que j'ai besoin, en fait, de réunir un petit peu toutes les facettes de ma personnalité. Euh, et là, ça nous renvoie à un dernier animal qu'on retrouve à la fin du conte, qui est le quetzal. Le quetzal, il nous apprend à nous sentir pleinement libres et sans retenue. C'est essentiel pour pouvoir exprimer toutes les facettes qui font partie de nous, hein. C'est un oiseau très coloré. Moi, ça m'a rappelé la chauve-souris qui a été mon animal totem pendant 2 ans, qui m'a appris à accepter toutes les parties de moi. Mais là, avec le quetzal, on va plus loin, il s'agit de les exprimer. Or, comme je vous disais au début, les 4 thèmes de cette mère de clan, hein, pour moi, c'est vraiment mes 4 piliers, mes 4 essences. Je suis quelqu'un qui aime communiquer, l'authenticité, c'est une de mes valeurs, mais il y a aussi le côté, euh, euh, je suis dynamique, je suis persévérante, j'aime transmettre, je suis toujours en train de créer des nouvelles choses, mais j'ai aussi ce besoin en fait de silence, de ce côté un petit peu moine que je voulais transmettre à travers les cercles. Et donc, je me rends compte que j'ai envie de créer une entreprise qui va englober tout ça. Donc oui, la maternité va toujours être là, c'est ma vulnérabilité, c'est là aussi où je suis authentique, où j'ai besoin de dire les choses comme elles sont, mais la spiritualité va être toujours là parce que c'est moi ce qui me permet de tirer les leçons de- des épreuves de la vie, donc de persévérer vers mon but, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi la créativité, hein, donc pour moi c'est lié à l'innovation. Et puis il y a mon multiculturalisme, j'ai envie de dire, le fait que je parle plusieurs langues, que j'ai voyagé, que j'aime le contact avec les gens, les échanges, etc. Et j'ai envie aussi d'intégrer tout ça dans mon offre, dans mon entreprise. Je ne sais pas encore comment, mais j'ai vraiment envie de m'afficher sous toutes mes couleurs. Euh, donc voilà ce qui s'en vient pour 2026. C'est pour ça que j'ai besoin aussi de me retirer pour mettre tout ça à plat et voir comment je vais donner vie euh, à tout ça. Euh, En parlant d'innovation d'ailleurs, je, j'ai décidé de continuer le balado, hein, donc, mais là aussi, j'ai décidé d'innover. Alors, le concept reste le même. Un épisode aux nouvelles lunes en solo, un épisode pleine lune avec une invitée. Euh, mais j'ai senti le besoin de rajouter des nouveautés. J'ai envie d'ajouter aussi, pour les femmes qui se sentiraient appelées, pas seulement de choisir la mère dans laquelle elles se reconnaissent, mais celle qui les challenge le plus. Un petit peu comme la 11e me challenge. Parce que c'est là souvent qu'on a le plus de choses à aller chercher, à apprendre. Vous savez déjà que la musique a changé, hein, ça c'était la dernière nouveauté. Euh, et puis, j'ai envie de mélanger un petit peu là. Dans la première saison, c'est moi qui étais allée chercher les femmes en leur assignant des mères de clan. Dans la deuxième, j'ai laissé libre cours aux femmes de choisir celles qu'ils venaient. Je pense que la troisième saison, ça va être un petit peu un melting pot de tout ça. Donc, je vous mettrai le lien pour l'appel de projet si jamais vous êtes intéressé. J'ai déjà spotter plusieurs femmes, mais comme je dis, c'est toujours ouvert à toutes si vous avez envie de participer à ce balado. Pour terminer, j'ai envie de vous laisser sur un mantra qui m'a beaucoup parlé euh, et qui est le suivant. Je m'éveille à mon yin créateur.
tout en prenant soin de ralentir mon rythme. Quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Me reconnecter à la créativité et ralentir en même temps. Voilà. C'est puissant et je trouve que c'est parfait pour le mois de novembre, euh, pour l'hiver qui s'en vient. Pour résumer, j'ai envie de vous lire ce que Claire Arnoux a écrit dans son infolettre. Claire Arnoux, c'est quelqu'un qui accompagne les femmes sur les enseignements des 13 mères, hein, beaucoup plus en profondeur que moi encore. Donc, elle est vraiment une source d'inspiration pour moi. Et voilà ce qu'elle nous dit. Cette mère de clan nous invite à prendre conscience de ce que nous sommes en train de marcher, quel but nous nous sommes fixés et dans quelle attitude progressons-nous. Nous vivons des expériences déplaisantes. Cette mère de clan nous montre qu'il est toujours possible de ralentir, en prenant le temps de faire les ajustements intérieurs nécessaires et en restaurant notre intégrité. Nous pouvons nous réaligner et vivre des expériences plus satisfaisantes. D'essai en erreur, nous trouvons petit à petit notre axe intérieur, ce qui reste d'essentiel lorsque nous avons lâché nos limitations. C'est ce qui nous tient droite et nous permet de trouver notre grandeur. Alors, dès que nous le pouvons, soutenons-nous les unes les autres et apprenons à marcher nos vérités côte à côte, en se donnant le temps de souffler et de lâcher toutes ces craintes de ne pas valoir assez. On retrouve notre grandeur. Si nos corps savent concevoir, n'oublions pas qu'ils sont aussi dotés d'une fabuleuse magie, celle de se défaire de tout ce qui n'est pas porteur de vie. La place se fait donc à l'intérieur, sans même avoir à y penser, jusqu'à ce que notre utérus soit suffisamment libéré pour que les graines de nos rêves puissent s'y déposer. Cette 11e mère nous invite donc à nous engager vis-à-vis de nous-mêmes et à nous offrir ces temps nécessaires pour lâcher tout ce qui ne nous convient plus et prendre soin des graines dont les fruits nous nourriront vraiment. Une fois que nous avons appris à équilibrer agir et non agir, repos et activité, la force vitale circule sans effort. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous le 5 décembre avec mon invitée Sophie Chenel. D'ici là, je vous invite à partager cet épisode si vous l'avez aimé, à venir me mettre des commentaires sur YouTube, Apple et Spotify parce que c'est la meilleure façon de le faire connaître. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vraiment prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.